Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. On continue de parler du plan de réindustrialisation de la France par Emmanuel Macron et de Choose France. Et on commence par voir ceux qui étaient autour de Versailles pour s'opposer à ce sommet Choose France. Ça va au-delà du macronisme. C'est un combat civilisationnel. On en a marre que ce soit toujours la loi de l'argent qui guide les politiques de ce pays et de d'autres. Et donc c'est un projet pour des valeurs véritablement humanistes et civilisationnelles. C'est encore bien au-delà de cette contre-réforme de la retraite voulue par ce gouvernement. Dire non à Macron et son monde, voilà. On n'en veut pas ni de sa retraite, ni de tout ce qu'il ne fait pas d'ailleurs. Parce que je suis aussi là pour l'inaction climatique. Voilà, le délire de ce gouvernement. Rappelons qu'au premier tour, Macron a été élu avec moins de 18% des personnes en âge de voter. Voilà. Donc voilà, il y a plus de 80% des personnes qui ne voulaient pas de Macron comme président. 1000 milliards de dettes supplémentaires en 6 ans, ça suffit pas? Un tiers de la dette qui a été faite sur ces 2 mandats, enfin son mandat plus un an, ça suffit pas? Quand est-ce que les Français vont comprendre à quel point on nous prend pour des cons et à quel point le pays est en train d'être dégradé? On va bientôt finir au banc des nations. Il faut quand même se réveiller, hein. Vraiment. Hein? Vous êtes en colère? Ah oui, très en colère, très en colère. Voilà, des manifestants qui détonnent avec les annonces ultra-optimistes du président de la République. Choose France, c'est quoi? C'est faire venir des investisseurs en France, mais ça ne veut pas dire que c'est des emplois pérennes ou que ces investisseurs vont rester ou qu'on va créer des filières industrielles. Gamal Abina, est-ce que vous pensez que cette habitude qu'a pris Emmanuel Macron d'inviter les patrons du monde entier, généralement autour du Festival de Cannes, est utile ou non? Je pense que ça peut être utile à partir du moment où il apporte les bons arguments. Pendant toutes les années 60-70, la France se comparait systématiquement à l'Allemagne. Parce qu'il y avait des terrains de comparaison, c'était de grandes puissances industrielles. Puis l'Allemagne a continué à monter, 3800 milliards de PIB, avec un export à 1750 milliards. Enfin, c'est vraiment une énorme puissance industrielle parce qu'elle a bénéficié d'une chose. Après 89, elle s'est ouverte à l'Est, elle a fait de la colocalisation, on peut appeler ça comme ça, une production mixte d'un côté comme de l'autre du Rhin, des pays de l'Est qui avaient des besoins de développement industriel avec une main-d'œuvre pas chère. Donc ils ont eu les gens de s'orienter vers leur précaré naturel, à l'époque par la guerre, on l'a regretté, mais après par l'économie. Les Français ont cette chance avec l'Afrique, ils auraient pu avoir une profondeur stratégique en Afrique avec l'Afrique du Nord, en faisant de la colocalisation, c'est un plan qui avait été lancé par les socialistes d'ailleurs, et qui a été abandonné. Et là, les Français, ils sont en train de faire, Macron en l'occurrence, c'est pas les Français, le chef de l'État. Et il me rappelle un peu ces Roms dans le métro, donnez-moi 1 euro s'il vous plaît les enfants et tout, c'est un peu ça l'idée qu'on voit d'un homme qui dit venez chez nous, on est géniaux. Et c'est vrai que sur un plan de l'attractivité, la France est intéressante. Il y a du chômage, donc il y a des emplois pas chers, il y a de l'énergie pas chère, si jamais ils rompent avec l'électricité, avec le gaz, et faire en sorte que finalement il n'y ait pas qu'il y ait une concurrence déloyale qui s'installe, mais ce serait profitable à la France. Et il y a surtout le fait qu'il y ait des compétences qui sont légion. C'est un pays qui est très bien formé, tout le monde va à l'école, tout le monde sait lire et écrire, il y a des ingénieurs pléthores, on peut même en capter, brain drain, mais il ne le fait pas. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait beaucoup d'esbroufs, c'est la mise en scène. Choose France, ça commence déjà mal, ça donne le sentiment qu'ils sont presque en situation de mendicité, alors que ce pays peut générer, ça a été dit tout à l'heure, c'est un pays qui avait des visions, qui avait des emplois, qui avait créé quand même le Concorde, le TGV, enfin c'est vraiment de la très haute technologie qui avait été développée, jusqu'à la naissance d'ailleurs de l'Internet. Le Minitel, c'est un peu l'Internet avant l'Internet. Tout ça, ça a été abandonné. Pourquoi? Parce que les choix politiques ne sont pas au rendez-vous. On veut attirer les gens, on leur montre que le pays est intéressant et attractif, mais pas de la bonne façon. Et en même temps, le fameux en même temps, on ne sait pas ce qu'on veut. L'industrie, ça pollue, on le sait. Quand je vois les manifestants ne pas être contents, je comprends pas leur logique. Au contraire, ils devraient être contents qu'on crée de l'emploi. C'est pas fait de la bonne façon, mais ils ne le font. C'est malheureusement pas bien fait. Et on peut pas dire tout et son contraire. C'est contradictoire. On va faire de la nouvelle économie, on va faire la startup nation, on va faire du décarboné. Enfin, ça n'a pas de sens. Même le décarboné, ça pollue. Il faut être très clair. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Donc, je pense que la volonté qu'il affiche aurait dû être bonne, mais il s'y emploie très mal. Et il y a un modèle, le modèle allemand marché, pourquoi ne pas les imiter? Pourquoi ne pas s'orienter vers le Sud? L'Afrique, c'est un marché énorme de 1,2 milliard d'habitants. Si on est capable de créer une synergie avec la France et l'Afrique dans des pays où on parle la même langue quand même, c'est pas rien. Là, on obtiendra des points de croissance. Mais en l'occurrence, M. Macron ne le fait pas. Philippe Béchade, Choose France, c'est la danse du ventre d'Emmanuel Macron, finalement, auprès d'investisseurs étrangers qui regardent là une opportunité comme une autre, mais pas la France comme un pays de cocagne. Alors, investisseurs étrangers, je pense qu'on pourrait même leur coller un petit peu le titre chasseurs de subventions. C'est-à-dire, on a des exemples saignants.
usines Samsung, etc., implantés et puis délocalisés dès que les subventions sont arrivées à leur terme. Donc, Dunkerque, ça va nous coûter quand même 1 milliard. Absolument. C'est pas mal. Pour combien d'emplois? Je crois que c'est pas grand-chose, je crois que c'est 20 000. Non, c'est même pas. C'est pas énorme. C'est 20 000 en emploi induit. Il me semble, direct, indirect, ça va 1000. Direct, on serait autour de 1000. Voilà. Et ça va coûter 10 euros par Français. J'ai fait le calcul, hein. C'est Bon. pur ça. Non, mais voilà. Donc, tout de suite, peut-être après ça, si c'est pérenne, ça serait très bien. Et si cette usine tient 10 ans, 15 ans... Même 1000 emplois, c'est une goutte d'eau, quoi qu'il en soit. Alors, c'est effectivement un petit peu une goutte d'eau. Je rappelle que pour les Jeux Olympiques, on recrute quand même 35 000 bénévoles. Hein. Un cadeau. Voilà. Donc ça, alors, le bénévolat, je trouve que c'est peut-être une piste à creuser. Hein. C'est un bon secteur. Entre le bénévolat et les gens au RSA qui ont travaillé 20 heures presque gratuitement. Non, mais on tient des pistes quand même en France. Hein. Ouais. On est pas mal. La réforme du lycée professionnel. Voilà. Donc pour la réindustrialisation, il faut quand même qu'on pense à développer quelque chose qui a un petit peu d'avenir et qui répond effectivement à une demande mondiale. Alors j'ai vu beaucoup de projets, par exemple dans l'hydrogène. Oui. Ah, on nous l'a bien vendu, ça, l'hydrogène. Oui. C'est merveilleux parce que, en fait, quand une voiture roule avec de l'hydrogène, ça ne dégage que de la vapeur d'eau à l'endroit où le moteur fonctionne. Sauf qu'on sait assez peu. Pour extraire la molécule, c'est... Et voilà. Ça coûte cher. Aux États-Unis, le chiffre, c'est actuellement 66 à 67% de l'hydrogène liquide est extrait à partir du gaz. Alors, ça va bien, les Américains, ils ont non, il n'est pas cher. Ouais. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que pour électrolyser l'eau et extraire l'hydrogène, la déperdition d'énergie, elle est de 25%. C'est-à-dire que si on s'était servi de ce gaz, par exemple, pour faire tourner des usines, on aurait eu 100% de l'énergie liée à ce gaz. Si on produit de l'hydrogène et qu'on va se servir ensuite de l'hydrogène pour faire fonctionner l'usine, en fait, on va avoir perdu 25% de cette énergie. Donc, c'est quand même déjà un modèle qui me paraît assez bizarre, c'est-à-dire de créer une énergie un petit peu indirecte. Alors, après ça, on va dire, on va la faire verte, cet hydrogène, avec peut-être des centrales nucléaires, à condition qu'on remette tous les réacteurs en route, ou alors avec du panneau photovoltaïque. Et à ce moment-là, je dis, mais combien faudra-t-il d'hectares et de centaines d'hectares de panneaux pour produire ce fameux hydrogène qui va nous baisser la pollution? Alors là, par contre, sous les vivas des écologistes. En fait, si on regarde bien les choses avec suffisamment de recul, on s'aperçoit que rien ne tient debout et que tout tient effectivement à une succession d'éléments de langage, de mots d'ordre velléitaires qui sont destinés effectivement à d'un seul coup créer un peu la stupeur et le buzz, mais est-ce qu'on regarde vraiment sur le long terme la construction du projet? Enfin, ce n'est que ça, ce n'est que l'élément de langage. Donc la réindustrialisation, en tout cas, c'est pas ce qui nous a été présenté. Il y a aussi la question, bien sûr, du coût de l'énergie. On voit que les choix européens, évidemment la guerre en Ukraine, mais aussi le fait que maintenant les Américains nous vendent du gaz de schiste, font qu'on va avoir une des énergies les plus chères de la planète, d'une certaine façon. Est-ce que c'est pas quelque chose d'assez triste de voir finalement ces investisseurs, pour la plupart américains, venir récupérer de manière encore plus facilement un marché déjà en difficulté? La réponse est dans la question. Rien ne va dans cette affaire, parce que les investisseurs étrangers, d'abord, vous n'ouvrez pas une usine parce que le président de la République d'un pays vous fait risette sous les ors de Versailles. Il y a des services qui sont très performants dans les grandes entreprises. Je rappelle qu'en France, il y a peut-être 50 entreprises de plus de 5000 salariés, ce qui est rien du tout. Très peu dans l'industrie, d'ailleurs. Vous n'ouvrez pas une usine parce que vous aimez bien Emmanuel Macron. En France, il y a des choses intéressantes. La France est vue par les entreprises mondialisées comme un marché pour certaines d'entre elles. Donc, comme un marché de consommation. Et d'une certaine manière, sans être trop cruel, je pourrais dire que la France est en train de devenir Monaco. C'est-à-dire un vaste pays où il y a encore des gens qui ont un fort pouvoir d'achat, un pays touristique, pays de cocagne d'un point de vue géographique, au carrefour de l'Europe, avec une histoire magnifique. Mais que font les multinationales? Elles regardent où c'est le plus avantageux. Aujourd'hui,
On parlait par exemple de l'automobile tout à l'heure. Renault fabrique en Espagne, au Portugal, en Roumanie, et une Yaris est beaucoup plus française parce qu'elle est fabriquée dans l'est de la France qu'une Renault. Donc, en fait, on a ça aussi, ça a été des erreurs stratégiques. On nous a dit, au début des années 90, le grand marché européen, l'économie mondialisée, la mondialisation heureuse, les autoroutes de l'information, il fallait voir grand. Parce que les marchés étaient internationaux, donc il fallait plus répondre aux besoins de la population, il fallait voir grand. Donc on est allé dans la compétition avec un coût du travail, et tant mieux, je dirais, parce qu'on a une protection sociale qui va avec. J'aime pas trop cette histoire de coût du travail, parce qu'il faut bien voir le coût dans sa globalité, ce que ça signifie. Mais si vous êtes dans une échelle compétitive mondiale, vous allez quand vous allez en Espagne où le SMIC horaire est 3 fois moindre, vous avez au Portugal et en France, qu'est-ce que vous laissez éventuellement, comme je le disais tout à l'heure, un établissement fixe, un peu de com, des bureaux. Et puis l'essentiel, vous le fabriquez ailleurs. Donc il y a aussi une supercherie dans la démarche, sans parler de la souveraineté, d'attirer des capitaux étrangers qui vont trouver ce théâtre d'opération magnifique qu'est la France, mais ils ne vont pas créer des emplois industriels. Ils vont créer éventuellement, ils vont s'ouvrir un marché, et en contrepartie, nous, on va donner notre technologie. Les Chinois l'ont bien compris. Aller ouvrir un joint venture en Chine, c'est compliqué. Hein. En Chine, il n'y a que des Chinois. Hein. Et votre entreprise, si vous pensez que votre entreprise, elle est française, elle est chinoise. Et la technologie, elle est chinoise. J'avais vu, il y a quelques années, le patron de Porsche et de Mercedes qui disait « Mais regardez, c'est les mêmes voitures que nous. » Ils ont renoncé à faire des procès, parce qu'ils les auraient tous perdus, ça aurait été long, etc. Donc aujourd'hui, ils ont appris à se protéger, si vous voulez, petit à petit, parce que c'est une copie, ils nous ont tout pompé. Et donc ça, il faut sans être belliqueux ou méchant vis-à-vis d'autres nations, il faut savoir aussi quand même se protéger. Et là, c'est pas ce qu'on fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas un rôle important de l'Union européenne dans cette fin de la défense, à la fois la souveraineté nationale, mais aussi le protectionnisme qui a été vu comme un gros mot pendant des années et qui fait que le projet européiste, c'était l'ouverture, la libéralisation des marchés? Il y a une responsabilité de l'Union européenne, mais la responsabilité de l'Union européenne n'est jamais celle que celle de ses émissaires coloniaux qui s'en sont remis à elle. Et M. Macron, le premier d'entre eux. M. Macron, de ce point de vue-là, est plus royaliste que le roi et plus commissairiste que les commissaires de la Commission européenne. M. Macron est celui qui prône une souveraineté européenne. Et le modèle de souveraineté de M. Macron se décline d'abord sur les questions industrielles. Et pour ça, il est prêt à tous les partenariats avec les autres pays, avec des industries d'autres pays, sauf qu'il ne vous aura pas échappé qu'à chaque fois que l'un de ces partenariats a été mis en place, cela s'est fait toujours depuis le début du quinquennat de M. Macron au détriment de la France. Souvenons-nous que quand nous passons un partenariat avec les Allemands, ce sont eux qui récupèrent la direction opérationnelle de cette industrie. Cela a été le cas à chaque fois. Donc la souveraineté industrielle est une souveraineté non seulement qui ne saurait garantir la souveraineté française, à partir du moment où ce serait une souveraineté supranationale qui reposerait sur des intérêts divergents. Je suis désolé, mais on le voit dans tous les événements internationaux que nous avons sous les yeux depuis quelques années. Ouais. Les intérêts de la France ne sont pas forcément les intérêts de l'Allemagne ou les intérêts d'un autre pays. Mais est-ce que la stratégie globale est une stratégie qui vise à s'insérer, comme c'est le cas là, dans l'ensemble du commerce international et dans une marchandisation toujours plus poussée? Ça a été dit tout à l'heure. Vous savez, il y a encore une vingtaine d'années, on avait un rapport de 1 à 2 entre ce qu'était le niveau du commerce international par rapport à ce qui était le niveau de l'économie réelle. Il y avait une croissance 2 fois plus forte du commerce par rapport au niveau de la production. On a aujourd'hui inversé ce rapport-là. Mais nous autres, Français, et nous autres, Européens, d'une manière générale, continuons à être dans une vision d'il y a encore une vingtaine d'années où nous étions sur cette espèce de village-monde où il fallait commercer avec tout le monde et peu importe et s'affranchir de toutes les frontières et de toutes les barrières douanières et économiques. Sauf que les autres ont changé de paradigme depuis. C'est le cas
des Américains qui n'hésitent pas à avoir recours à un protectionnisme industriel. C'est le cas des Chinois. C'est le cas de toutes les plus grandes économies qui ont pris des positions derrière lesquelles nous ne saurions courir, puisque nous continuerons à batifoler dans une espèce de champ de bataille économique où finalement nous sommes désormais les seuls encore à avoir ce retard. Qu'on nous explique une fois pour toutes, qu'est-ce qu'une économie décarbonée dans une souveraineté européenne. Moi, ces simples mots mis bout à bout, je ne les comprends pas, ni juridiquement, ni économiquement. On va parler de mots mis bout à bout. On va écouter le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, justement, qui parle de partenariat avec la Chine, les États-Unis et de la place de l'Europe dans tout ça. Nous voulons garder un partenariat très étroit avec les États-Unis. Nous voulons développer notre partenariat économique avec la Chine. Mais nous voulons aussi défendre nos intérêts industriels, protéger nos savoir-faire, protéger nos technologies, protéger nos ouvriers. Protéger nos ouvriers, parce qu'au bout du compte, c'est les ouvriers qu'on protège. Philippe Béchade, c'est de l'incantation ou c'est une politique articulée, industrielle, qu'on voit là Non, ce qui est articulé, ce sont les éléments de langage, tout simplement. Donc, tout ça, c'est des belles paroles. Je pense qu'il y a un champ lexical où on a dû trier les mots à placer dans une conversation. C'est McKinsey qui doit faire ça. Et donc, il faut amener ces éléments de langage, mais derrière, il y a vraiment rien de concret. Je vais rebondir un petit peu sur ce qu'on disait à propos des partenariats entre la France et l'Allemagne. On est systématiquement les dindons de la farce. Quand il y a un nouveau système de couverture radar aérienne, en France, on est quand même assez bon là-dedans. On est bon dans le radar et dans l'optique. Les Allemands finissent par choisir la solution américaine. Quand la France rentre dans l'OTAN avec Sarkozy, on se dit, tiens, ça va peut-être ouvrir un peu les portes à Rafale, enfin à Dassault Aviation, puisque du coup, nos Rafales vont devenir opérationnels dans le cadre des grandes manœuvres otaniennes. Et aujourd'hui, on découvre qu'en fait, tous les autres pays achètent tout sauf des Rafales, au prétexte que sous les Rafales, on ne peut pas accrocher les munitions nucléaires américaines. S'il y donnera plus. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Donc, ou alors on n'a pas trouvé un accord, ou alors les Américains ne veulent pas justement accrocher quelque chose sous les Rafales, parce que c'est pas tout les accrocher, il faut aussi après ça les guider. Enfin bref, il y a un moment où le partenariat ne s'est pas fait. Donc du coup, on est revenu dans l'OTAN, et finalement, on n'en tire aucun bénéfice. Heureusement qu'on a une industrie de l'armement quand même relativement performante, mais enfin, on s'est quand même fait truffer par les Américains avec les sous-marins australiens. Alors, les Australiens, bon, ils sont punis, ils vont pas en voir un avant 20 ans. Il va falloir que les Anglais leur en prêtent. Peut-être même qu'ils reviendront vers nous, on ne sait pas. Mais en tout cas, la France ne sait pas s'imposer ni vis-à-vis des Américains, ne sait pas s'imposer non plus vis-à-vis des Allemands. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est effectivement balancer de belles phrases. Et puis, évidemment, protéger le ch'ti ouvrier. C'est vrai que on parlait des superstructures, parce que finalement, la mondialisation, c'est pas des pays qui, dans la nature, collaboreraient de manière heureuse et spontanée. Non, il y a des superstructures. La Commission européenne et l'Union européenne en sont deux. Il y a l'OTAN. Il y a un certain nombre de structures comme ça. Donc c'est très difficile de prétendre en même temps à une souveraineté retrouvée avec des choix souverains et de faire partie de superstructures. Quand vous êtes dans le commandement intégré de l'OTAN, quand vous êtes dans l'OTAN, et on le sait, qui est une superstructure américaine, quand vous voyez ce qui se passe en Ukraine et que c'est les Américains eux-mêmes qui forment l'armée, bon, que voulez-vous qu'il se passe? On va aller avec... on n'est même pas capable de livrer des chars. Et les chars qu'on a, il faut 1 an de formation, tellement ils sont complexes. Mais c'est vrai des chars Abrams aussi. Hein, c'est tellement complexe. Voilà. Donc sur tous les théâtres d'opération, on est embarqué, puisqu'on est aligné. La tradition de la France pendant quelques années sous De Gaulle, c'était de ne pas être aligné. D'une certaine manière, Mitterrand avait respecté un petit peu cette doctrine. Et puis petit à petit, on s'est dilué dans des ensembles plus vastes que nous. À la limite, pourquoi pas? Mais si on arrive à faire valoir nos intérêts. François Coq parlait du couple franco-allemand, qui c'est moi qui dis l'expression qui n'existe que dans la langue française, à moins que le moteur soit siglé Mercedes-Benz. Bon, ce couple franco-allemand, dans la Commission européenne et dans l'Union européenne, et vous connaissez très bien le fonctionnement de l'Union européenne, l'Allemagne a joué son jeu.
elle connaît tous les rouages. Et toutes les réunions que vous avez à la Commission européenne, souvent en langue anglaise, c'est les Allemands qui tirent les ficelles. Ils ont préempté tous les postes. Ils ont tout préempté. Même tous Van les der Leyen, postes, c'est dire. Donc voilà, nous on arrive, on parle bien. On fait des beaux discours, Macron présente bien, il met sa cravate, et une fois que le chancelier allemand est venu à l'Élysée, il part lui tout seul en délégation, où ça ? En Chine, avec des chefs d'entreprise. Lui, il sait où est la valeur ajoutée, et lui, il sait où tirer les épingles du jeu. Macron est aussi allé en Chine. Oui, enfin, avec un poids lourd. Non, il y est allé accompagné d'Angela Merkel, Scholz y est allé... Van der Leyen. Van der Leyen. Et Scholz y est allé tout seul. Ah oui, absolument. Il s'est tiré une balle dans le pied. Mais il y a une chose importante. D'abord, moi, j'ai rigolé parce qu'il utilise un terme qui n'est absolument pas une réalité, le partenariat. C'est complètement stupide de parler de partenaire. C'est vrai de rappeler que l'OTAN, qui normalement, même si c'est pro-américain, l'Union européenne, c'est pas l'OTAN. Officiellement, et les Allemands, quand ils vont acheter du matériel militaire, ils vont pas avoir ailleurs, il n'y a pas 50 000 marques, c'est F-16. Voilà, c'est les avions américains. Donc, dès qu'il faut dépenser, c'est vers les États-Unis, comme la Pologne, comme tous les pays de l'ex-Europe de l'Est, ils vont dépenser produits américains, ils vont acheter américains, alors qu'effectivement, le Rafale aurait dû être vendu, tout comme d'ailleurs du matériel allemand. Ce n'est pas le cas. Et surtout, une chose qui est gravissime, comment on peut parler de partenaires avec des pays qui vous savonnent la planche systématiquement ? Le coût des sous-marins, c'est quand même un coup de crasse, comme rarement on l'a fait en économie, où c'était flagrant, où il y a eu vraiment un coup de pression américaine qui finalement ne respecte même pas ses engagements, juste pour empêcher un marché de se faire. Donc ça fragilise l'économie française. Et la question, et c'est ce que De Gaulle faisait très bien, de la souveraineté d'abord d'un pays, c'est la souveraineté économique. Si vous êtes fragile économiquement, tout le reste va partir. Et là, en l'occurrence, qu'on a aujourd'hui, on a effectivement, quand Macron, ils disent qu'ils veulent être partenaires avec les Chinois, donc c'est antinomique, mais bon, quand ils vont en Chine et qu'ils partent avec Van der Leyen, ils partent avec quelqu'un qui est détesté par les Chinois. Donc déjà d'emblée, il arrive avec un véritable poids mort, il arrive avec quelqu'un qui va le ralentir dans ses négociations. Quand il revient, il fait un gros mot dans l'avion qui énerve les Américains, donc on sent qu'il n'a pas vraiment une souveraineté, mais dans l'absolu, la première chose qu'il devrait avoir un chef de l'État, ça devrait être le premier VRP de France, en l'occurrence, vendre des produits français à l'étranger et garantir le commerce extérieur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Si on n'est pas capable en France, allez, soyons pas théoriques mais pragmatiques, de sortir de l'Union européenne, et qu'on n'est pas capable du coup d'avoir un Patriot Act à la française ou un Small Business Act à la française, c'est-à-dire réserver le marché à nos TPE, à nos très petites entreprises, etc., ou si on n'est pas capable... C'est pas qu'on n'est pas capable. Aujourd'hui, les traités européens nous l'empêchent. C'est pour ça que je dis si on ne sort pas. Si on ne s'affranchit pas. Si on ne s'affranchit ne serait-ce que s'affranchir. La moindre des choses serait quand même de ne pas reconnaître l'extraterritorialité du droit américain dans nos affaires, l'ingérence. Il suffit que vous ayez un logiciel américain, on vous menace de 1000 ans de prison parce que vous envoyez un mail sur Gmail. Ça leur permet de prendre la possession de nos entreprises et de les dépecer. Et nous, qu'est-ce qu'on met en face ? On n'est même pas capable d'avoir... Alors, la douane, c'est très à la mode, parce qu'on a 200 migrants à Menton. Alors là, ça y est, on met des CRS, on met des douaniers, et finalement, on refait des frontières. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et donc, vous voyez, il y a une contradiction stratégique entre le discours de M. Macron, qui peut être perçu dans un premier niveau très bien, sauf qu'à la fin, souvent, il rajoute « européen ». Et vous ne pouvez pas faire du en même temps, parce que si vous êtes dans l'Union européenne, il y a effectivement un certain nombre de traités. Vous n'êtes pas indépendant d'un point de vue monétaire, vous n'êtes pas indépendant d'un point de vue militaire, même s'il n'y a pas vraiment d'armée, mais ça serait plus compliqué. Vous n'êtes pas indépendant en termes d'immigration et de douane, puisque vous n'avez plus de frontières. Vous n'êtes pas indépendant en matière de fiscalité hors Union européenne. En fait, à quoi vous servez ? Vous servez simplement à abonder des fonds de l'Union européenne, notamment des fonds de relance. Monsieur Van der Leyen, le mari de madame, fait de belles affaires avec ça, puisqu'il crée des filiales qui dissout après en usucaptant notre argent, si j'ose dire. Et puis, au final, vous n'avez rien relancé du tout. Et ça, les Américains savent très bien le faire. Depuis Reagan, qui avait... le patriotisme économique. Le patriotisme économique, l'Inde le fait, la Chine le fait. Le Brésil est en train maintenant de refaire valoir un petit peu, même si c'est un peu différent. Mais voilà, c'est tout ce qui est en train de se passer avec les BRICS, finalement, et c'est de faire un ensemble où chacun aura sa souveraineté, mais où, pour le coup, il y aura de véritables partenariats dans le respect des souverainetés de tous les peuples. Et c'est ce qu'on n'est pas... On n'a jamais été capable de faire les États-Unis d'Europe.
C'est ça le problème. Oui, parce que quand on parle de réindustrialiser la France, on va donc proposer à des dirigeants de groupes internationaux, transnationaux, ils vont regarder ce qui se passe en Europe. Et qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir que la fiscalité supportée par la PME française, elle est de 33%, elle est de 12% en Irlande. Un rescrit fiscal au Luxembourg et vous avez quasiment éliminé la fiscalité. Donc, aux États-Unis, la fiscalité, elle est égale pour toutes les PME. À 2% près, chaque État américain a une petite marge de manœuvre. Bon, il y a des aménagements fiscaux. On connaît le Delaware, on connaît des choses comme ça. Mais l'Inde, la Chine, les États-Unis, l'entreprise est dans un ensemble fiscalement homogène. Nous, en France, nos PME, elles partent avec des godasses de plomb et une enclume dans le sac derrière. Donc, par rapport à une PME slovène, tchèque, etc., on est très, très désavantagé. Ça a été une erreur majeure du septennat puis du quinquennat de Chirac. D'avoir mis Villepin, qui certes a brillé à l'ONU dans l'intervention irakienne, mais de considérer, même si après ils ont nommé Raffarin, ce qui était un peu une farce, mais de considérer que l'économie française, c'était l'économie française vue par les politiques, hein, pour les nuls, quoi. C'était la même chose de gérer des grandes entreprises, des multinationales et des TPE et des PME. Je rappelle quand même que 99% des entreprises sont des TPE et des PME. Si on enlève les PME, ça fait 96%, c'est-à-dire, je sais pas moi, 2 600 000 entreprises, de 1 à 19 salariés, et généralement, c'est de 1 à 4 salariés. C'est ça le gros du tissu français. Donc ce sont des gens qui ne peuvent pas partir. Ça n'a pas de sens pour l'artisan, le boucher, la profession libérale même d'exporter. C'est ça le tissu français. C'est ça qui fait la particularité française. Alors qu'après, on parle des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. C'est même pas évident, hein, parce que si vous voulez, les petites entreprises, les très petites, c'est à part. Mais même les PME, elles n'ont pas forcément vocation à devoir grossir dans un pays tel que la France, parce que small is beautiful. Quand vous commencez à passer des seuils, c'est ça que les politiques ont du mal à comprendre, vous augmentez vos charges, vous augmentez votre dette, mais vous n'avez pas le marché correspondant. Et c'est comme ça que nos entreprises font faillite la plupart du temps, quoi. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à ce Politmag. Merci de votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro.